Bonjour à tous, donc je suis Camille Bouchon, gérant du bureau d'études Solaris Bawen. Je vais vous parler d'un retour d'expérience sur 14 bâtiments qu'on a eu l'occasion d'instrumenter. Donc aujourd'hui c'est la thématique chauffage et eau chaude sanitaire et on avait déjà fait une présentation sur la ventilation. Vous allez avoir beaucoup de courbes, beaucoup de chiffres. Si c'est pas clair, n'hésitez pas après à me réinterroger. Mais l'intérêt en fait du marché de mesure qu'on a réalisé, c'est qu'on a eu beaucoup de données et de voir en fait réellement comment les installations fonctionnent. Et on a eu l'occasion de réaliser certaines optimisations et de voir en fait concrètement ce que ça peut apporter. Et c'est rare qu'on ait cette occasion d'aller aussi loin. Donc on a réalisé donc un marché de mesure de consommation donc sur 14 bâtiments qui étaient lauréats de l'appel à projet de la région Alsace. Donc c'est la région Alsace qui a financé ces prestations. Donc 10 bâtiments tertiaires, donc des mairies, des écoles, 3 tertiaires rénovés, un peu de bureaux et un logement collectif rénové. Donc les prestations ont commencé en 2012 et en fait on a fini les derniers suivis l'année dernière. Voilà, donc il y a des bâtiments dans toute l'Alsace. Voilà, ils sont cités. Donc un multi-accueil à Batzendorf, une salle de spectacle à Ronde à Redisheim, la mairie de Saffelfelden, une salle polyvalente à Niederné, une copropriété à Clerval, l'école de Westhofen, mairie de Gevenheim, un ITEP à Strasbourg, les Mouettes, l'école de Burnhop, l'école de Haguenau, le siège de l'agence des formes et un groupe scolaire de Wickersheim. Ensuite, le siège du Pays de la Zorn et des bureaux de l'agence Réluquet à Strasbourg. Donc on a mis en place un protocole de mesure donc avec une instrumentation des compteurs de chaleur, des compteurs d'électricité. Toutes ces données étaient centralisées sur des automates et renvoyées en fait sur un serveur de la région Alsace. Alors on a mis en place, lorsqu'on a mis en ce système, des interfaces qui étaient accessibles au maître d'ouvrage et avec des consommations et voir en fait, on a fait des pré-analyses pour voir les tendances par rapport aux objectifs théoriques. Donc on s'en est aussi servi de moyens de synthèse et en plus on avait accès à toutes les données sous forme de tableur Excel. Voilà, donc c'est juste je présente ça parce que c'est des choses qui peuvent être mises en place lorsqu'on fait on veut faire du suivi énergétique sur des GTC ou des supervisions. Alors on va commencer par les consommations d'eau chaude sanitaire. Alors ici vous avez différents résultats qui sont présentés de différents types de bâtiments. Donc c'est en kilowattheure par mètre carré par an. Donc on a 3 types de consommation. Par exemple, si on prend ici, vous avez le calcul théorique RT, donc ce qui est donné par le calcul. Vous avez ensuite le calcul prévisionnel annoncé avec une autre méthode qui dépendait de la volonté de la méthode du bureau d'études. Et après le réel. Alors bon voilà, vous avez différentes données ici. Les données sont parfois parcellaires parce que des fois sur certains projets vous aviez une production d'eau chaude sanitaire et de chauffage qui était mêlée et c'était impossible physiquement de distinguer ces productions. Mais on peut voir que globalement il y a des écarts qui peuvent être importants. Par exemple ici entre le prévisionnel et puis la réalité on a 45%. Et là le plus important c'est par exemple c'est sur une salle polyvalente où le calcul réglementaire calcule la consommation d'eau chaude sanitaire en fonction du nombre de douches. Donc plus vous avez de douches installées, plus vous consommez d'un point de vue théorique. Le calcul du bureau d'études réduisait fortement déjà cette approche. Et dans la réalité, on est à quasiment... on est à 10% quasiment de ce que annonce l'ART. Tout ça pour dire que entre les différentes approches théoriques qu'on peut faire et la réalité, il peut y avoir des écarts très importants. Et sur l'eau chaude sanitaire, c'est particulièrement pénalisant parce que vous allez voir qu'on a souvent tendance à surdimensionner les installations. On les dimensionne pour leur débit de pointe, leur maximum. Et la majorité du temps, en fait, on a des consommations, des pertes de chaleur qui sont beaucoup trop importantes par rapport aux besoins réels. Et c'est la difficulté à la fois de la conception et de la réalisation. Et donc il faut bien voir que les approches réglementaires
RT sont des calculs forfaitaires où le bureau d'études n'a pas réellement la possibilité de les modifier. Après, il peut avoir des approches théoriques, mais avoir ces sources de données, en fait, il y a des écarts énormes. Donc, sur l'eau chaude sanitaire, avoir l'approche des consommations réelles, c'est vraiment, enfin, je pense que c'est quasiment impossible. On peut faire des hypothèses, mais si c'est pas vérifié, je pense que c'est pas, on n'a pas en tout cas suffisamment de données dans la réalité pour faire des approches. Et l'ADEME a sorti une étude sur ces approches de consommation d'eau chaude sanitaire, et les écarts types sont énormes. Ce qui font que la difficulté, c'est qu'on doit maintenant aller vers certains engagements de performance énergétique qui incluent l'eau chaude sanitaire. Et certains maîtres d'ouvrage peuvent avoir la volonté d'inclure dans ces engagements de performance énergétique l'eau chaude sanitaire, mais en faisant abstraction des volumes d'eau chaude sanitaire. Et c'est un petit peu discutable parce que quand on voit ces variations importantes, ça rend l'exercice assez difficile. Donc ici un premier retour de besoins d'eau chaude sanitaire en logement. On voit qu'il y a des profils annuels, et on a vu systématiquement à chaque fois qu'on a fait des mesures dans des opérations de logement des baisses de 30 à 50% en été. Donc juin, juillet, août. Donc c'est des approches où en fait on savait déjà qu'il y avait des baisses, mais elles sont plus importantes que ce qu'on anticipait. Une autre, alors ici c'est l'exemple de l'INRD, donc une salle de spectacle. Vous avez ici l'approche, le réel et le besoin théorique. Et on voit que le besoin théorique, en fait, mensuellement, est réellement fortement différent. Et notamment, en fait, sur cette installation, il y a une installation solaire qui heureusement a été, il y a eu moins de capteurs solaires qui ont été posés que prévu. Donc tout ça pour vous dire que sur une salle de spectacle, enfin une salle polyvalente ici, on a trop tendance, en fait, on croit qu'il y a beaucoup plus de besoins que la réalité. Et une autre approche ici sur, donc c'est les bureaux de Ré-Luquet. Donc vous avez une opération de logement, de tertiaire, et on a une installation solaire qui est assez importante. Et on a constaté des chutes brutales de consommation. Donc vous voyez, on a un facteur, on divise par 2 quasiment les besoins d'eau chaude sanitaire en été. On l'a vu ça 2 années de suite. Et en fait, il y a une modification de comportement. Alors il n'y a pas beaucoup de logements, il n'y a que 5 logements. Il peut y avoir un peu de vacances, mais ce qui est sûr, c'est que si on a ces profils-là et que derrière on a une installation solaire, ça peut conduire à des surchauffes. En tout cas, ça va réduire la performance, le gain apporté par les capteurs solaires. Donc ici, par exemple, vous voyez sur cette résidence Lütfeld les besoins. En bleu, l'appoint, et en jaune, l'apport solaire. Et on voit que tout le printemps, enfin printemps-été jusqu'au mois de septembre, le solaire couvre l'ensemble des besoins. Mais c'est un problème, c'est-à-dire que le solaire est trop important par rapport à ses besoins. Mais enfin, ça, c'est par exemple, c'est une installation qu'on nous-mêmes on a dimensionnée. Avant de faire ces mesures, j'aurais pas été capable de vous dire que de prédire ça. Donc tout ça pour dire que le solaire est très important, très intéressant, mais il faut encore réduire. On est quasiment obligé de réduire les installations solaires encore plus de manière. Il faut vraiment réduire les surfaces par rapport à ce que nous donne la théorie, parce que on a cet effet d'abaissement des consommations d'été qui peut être très variable, c'est-à-dire que je ne dis pas qu'on va le retrouver sur tous les bâtiments, mais c'est quand même une tendance qui peut arriver de manière forte. Et ça va dépendre aussi des profils, si vous êtes en logement social, si vous êtes en logement... enfin voilà, vous pouvez avoir un taux de vacances qui peut être très variable dans les bâtiments. Alors ici c'est un internat, une école, donc on a ici en noir les besoins d'eau chaude sanitaire utiles, et en rose c'est l'énergie qui est perdue, à la fois dans les pertes de stockage mais aussi dans le bouclage. Et donc vous voyez que en gros on n'a que 37% de l'énergie utile de l'eau chaude sanitaire qui est utilisée. Tout le reste, voilà, on a 63% de pertes. Alors c'est des choses qui sont connues,
mais tout l'enjeu en fait de l'eau chaude sanitaire, c'est de travailler sur ces pertes. Alors c'est pas évident, c'est-à-dire que c'est toujours pareil. Vous avez ici un internat, il y a des douches qui sont en place, mais ce qu'on voit, c'est qu'en fait, les gens se douchent moins, qu'ils ne prennent pas forcément une douche par jour. Il y a aussi, il n'y a pas un remplissage 100%, il y a l'effet des week-ends. Les douches sont là, l'installation elle est dimensionnée pour là, il y a le bouclage qui est là, mais derrière il n'y a pas de soutirage, ou beaucoup moins de soutirage que ce que l'installation pourrait faire. Donc ça c'est la même installation avec un autre diagramme, ce qui est représenté donc vous avez la consommation totale ici, vous avez en orange la consommation théorique et en rose les pertes. Et sur cette installation, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une installation de récupération de chaleur sur les eaux usées. Donc c'est un système le système PowerPipe, hein, pour ceux qui connaissent, donc c'est un échangeur qui est ici à la sortie des eaux usées, donc c'est quelque chose de complètement statique. Lorsqu'il y a du tirage, on récupère la chaleur et cette chaleur est réinjectée dans la production d'eau chaude. Donc en soi, c'est un système intéressant parce qu'il y a peu de maintenance. On a mesuré, alors voilà, pour nous c'était intéressant de voir un petit peu son fonctionnement. Donc en rendement de récupération, donc c'est le petit bout que vous voyez ici. On est à peu près à 17% de la chaleur, 17% de la chaleur qu'on peut récupérer de manière théorique. Donc je crois que le fabricant annonce entre 25 et 30, on est un peu en dessous, en sachant que on est ici sur une installation comme elle est peu utilisée, ça joue aussi en défaveur de ce rendement-là. Mais ce qui est sûr, c'est que quand on voit la récupération par rapport aux pertes globales, on est largement inférieur à ces 17%, c'est-à-dire qu'on ne récupère pas l'énergie du bouclage et les pertes de chaleur. Voilà. Ce qu'on pourrait avoir sur une installation solaire. Sur une installation solaire, le solaire peut contribuer au bouclage et à compenser les pertes. Donc ici, les pertes, ça représente 2/3 des besoins. Et surtout en été, on chauffe 6,2 litres d'eau chaude pour en consommer un seul. Et on récupère seulement 0,17 litres sur la récupération de chaleur des eaux usées. Et l'énergie globale pour produire 1 kWh, en fonction des mois, elle varie entre 200 à 350 kWh par mètre cube. Sur une copropriété, sur une installation de logement, on dit classiquement c'est autour de 120 kWh. Donc là, la difficulté, vous voyez, c'est qu'on est dans un internat avec un faible taux d'occupation. Et voilà, on a des pertes vraiment très très importantes. Donc moi-même, après l'analyse de ces chiffres, je ne sais pas encore, dans un cas comme ça, je ne saurais pas comment réellement les réduire, à part dire peut-être mettre des productions décentralisées ou regrouper les douches, avoir une production, un ballon au milieu des douches, et en fait supprimer complètement les longueurs de bouclage. C'est vraiment le travail, c'est sur ce genre de bâtiment, c'est le moins de bouclage possible. Alors la difficulté, c'est que ça multiplie les sources de production. Donc c'est aussi, ça ne veut pas dire que ça va coûter moins cher, mais disons que s'il y a une approche à faire à chaque fois, de se poser la question comment réduire ce bouclage, comment regrouper les sanitaires, et voilà, éviter d'avoir les douches réparties de manière trop importante dans le bâtiment. Donc notre retour d'expérience dans le CS, donc tertiaire, hein, c'est que une production décentralisée, c'est une source, un gage de simplicité et d'efficacité. Ça limite les dérives. Une production centralisée avec bouclage, c'est très énergivore, souvent surdimensionné, et avec un rendement fortement dégradé en période estivale. Donc notre conseil, c'est de privilégier la production décentralisée, sauf si on a des besoins soutenus et continus. Par exemple, vous avez un groupe scolaire, vous allez avoir la laverie. La laverie, vous pouvez avoir un besoin important pendant les heures de fonctionnement. Donc soit vous dimensionnez un stockage d'eau chaude sanitaire dimensionné sur les besoins, soit vous pouvez avoir une petite production couplée en fait au chauffage pour cette laverie, sans bouclage. L'idéal, c'est d'avoir les ballons, le stockage vraiment au milieu de la cuisine, quasiment, pour limiter le bouclage. Et idéalement, c'est d'avoir un appoint électrique d'été pour couper en fait la production de chaleur et surtout en fait en été, comme l'école est vide, même purger les ballons pour ne pas entretenir ces pertes. Voilà.
Donc l'enjeu, c'est quasiment même purger les installations d'eau chaude s'il y a du volume d'eau en dehors des périodes d'utilisation. C'est un gain vraiment important, mais ça nécessite une intervention manuelle. Donc il faut absolument éviter les bouclages pour tout site dont les points de puisage ne sont pas utilisés plusieurs fois par jour et tous les jours. Le bouclage est à éviter, sauf dans les logements ou établissements avec hébergement. Donc en logement, on ne se pose pas de questions. Hein. Logement, on fait un bouclage, on peut faire une production centralisée, on travaille sur la limitation des pertes. Mais dès qu'on sort de ça, il faut vraiment se poser des questions. Et en tertiaire, l'idéal, c'est de dissocier l'installation de chauffage et de chaude sanitaire. Ou si c'est la même, il faut pouvoir vraiment éteindre la chaufferie en été. Il ne faut pas maintenir une chaufferie en été pour maintenir une production d'eau chaude sanitaire dans un bâtiment qui est quasiment pas utilisé. C'est là où l'électricité, l'appoint électrique peut être continuer d'être utilisée sur cette petite production d'eau chaude sanitaire. Donc au niveau du solaire thermique, donc sur Nidernais, donc c'est un clubhouse où le taux de couverture est de 60%. On a un appoint électrique qui est bien adapté, mais on a des besoins d'eau chaude sanitaire qui sont inférieurs à la prévision. Et Schlütfeld, donc là on a une productivité seulement de 270 kWh par mètre carré par an, avec normalement un objectif supérieur à 450 voire 500. Mais voilà, c'est la cause, c'est vraiment on a des besoins de moitié inférieurs en été à ce qui était envisagé, quoi. Donc je vais continuer sur ce qu'on a constaté sur les installations de chauffage. Donc ici vous avez le même graphique qu'avant, donc on a un peu plus de données. Donc la première barre à chaque fois c'est les consommations réglementaires. La deuxième barre c'est le prévisionnel, donc c'est les approches simulation dynamique. Et la troisième, c'est le réel. Alors j'ai enlevé les noms à chaque fois hein, pour pas qu'il y ait de jaloux. Hein. L'objectif, c'est pas de taper sur les doigts, mais c'est d'avoir un retour d'expérience. Donc vous voyez les par couleur. Ici, c'est du bureau en orange. Le bleu, c'est des bâtiments scolaires. En rose, c'est du logement. Et on a une salle polyvalente en violet à droite et une mairie ici. Donc ce qu'on peut constater, c'est, vous voyez, si vous regardez les dernières barres, vous avez des écarts. Donc on parle, c'est que des bâtiments BBC, mais on a des écarts entre 5 kWh et 60 kWh. Et alors le plus magnifique pour moi, c'est quand même de comparer deux écoles qui ont coûté à peu près la même chose. Ici vous êtes à 5 kWh et l'autre vous êtes à 60 kWh. On a le facteur 12, voilà, sur du réel. Alors, les écarts, c'est que ici, on est sur du passif. Donc, Terra Énergie a travaillé dessus. Et ici, on est sur une école avec une usine à gaz en termes de production de chaleur. C'est clairement... Voilà. Ici, on a mis de l'argent dans l'enveloppe avec une installation de production de chaleur simple. Ici, on a une enveloppe correcte, mais pas parfaite. Et surtout, des équipements techniques qui sont incontrôlables. Parce qu'on a une complexité et des boucles de régulation qui s'enchevêtrent. Donc la règle, on est dans le bâtiment, il faut faire des choses simples, parce qu'on ne sait pas gérer la complexité. On ne fait pas des prototypes, on ne fait pas des fusées, et personne n'a les moyens de réellement réaliser d'installations complexes. Donc ça, c'est vraiment un retour d'expérience, et c'est pas une histoire de budget. C'est-à-dire, là, cette école, elle n'a pas coûté 12 fois plus cher que celle-là. C'est simplement des choix techniques à la base de conception. Et les choix techniques qu'on va faire, eh bien, il va y avoir des conséquences à la fois en installation et en exploitation. Alors, des écarts aussi, ici sur des installations de bureaux. Vous voyez ici, entre le prévisionnel et la réalité, on a un écart de 20%. Sur une autre opération, on va dire que 20% c'est acceptable. Ici, on a un écart de facteur 4. Ici, c'est les bureaux des formes, on a un écart de 37%, mais vous voyez, c'est seulement 2 kWh, c'est par le bas, donc on va dire que c'est clairement très acceptable. On a ici cette salle polyvalente, donc entre l'approche théorique et la réalité,
on a un facteur 4 de moins. Alors, ce qui est ici, alors c'est une installation dont j'avais déjà parlé la dernière fois sur la ventilation. On est sur du chauffage électrique. Et en fait, le chauffage, il n'y a pas de régulation, c'est du chauffage à la demande. C'est quand les gens occupent la salle qui chauffent. Et pour moi, sur tout ce qui va être un usage intermittent, c'est la meilleure régulation possible. C'est-à-dire que lorsqu'il n'y a pas d'usage du bâtiment, le bâtiment n'est pas chauffé. Et quand on a un bâtiment déjà isolé correctement, et ben, ça peut tout à fait se gérer. Les temps de remise en chauffe sont plus faibles que sur les anciens bâtiments. Et c'est là où en fait on a réellement eu un gain énergétique. Donc il faut toujours adapter le mode de régulation au bâtiment. Et sur tous les bâtiments tertiaires, la clé de la réussite, que ce soit une école, une mairie, c'est ne chauffer que lors des heures de présence. On préchauffe avant que les gens arrivent, mais on doit couper les installations en dehors des heures de fonctionnement. Et on peut, idéalement, c'est on coupe la chaudière. On fait pas simplement des réduits sur les départs, on coupe complètement les installations. Et c'est là où on gagne réellement. Voilà. Donc ça, c'est un très bon exemple. Ici, le groupe scolaire, le meilleur exemple, c'est que la première année, enfin voilà, ils ont remis le chauffage. Enfin, je crois que ça leur est arrivé plusieurs fois de remettre le chauffage au mois de janvier. Donc la chaudière, elle est coupée, et juste au mois de janvier, comme le bâtiment, il s'est refroidi pendant les vacances. Le lundi de la rentrée, on a besoin, il fait un peu frais, et c'est là qu'on se rend compte qu'il fait frais dans le bâtiment et qu'on rallume la chaudière. Ça, c'est l'intérêt du passif, c'est que les besoins, en fait, une fois, tant que le bâtiment est utilisé, c'est les occupants qui chauffent le bâtiment, et on doit chauffer simplement quand le bâtiment n'a pas été occupé pendant une certaine période. Mais vraiment, ce qui fait que ça marche, c'est qu'on ne chauffe pas, on continue. Et ici, cette école qui consommait 12 fois trop, c'est qu'il y a plusieurs causes. On est sur du plancher chauffant et une installation de ventilation. L'installation de ventilation prend le dessus sur le plancher chauffant, c'est elle qui chauffe parce qu'elle est plus réactive. Et on est sur une installation qui fonctionne en continu, où il n'y a pas de moyen de couper et de gérer les horaires, parce que l'installation est trop complexe. Et on a aussi une pompe à chaleur, vous allez voir, qui n'a pas les performances annoncées. Donc c'est celle-là, ici. Donc on a repris le cahier des charges, donc c'est une pompe à chaleur RO. Donc là je vais vous parler un peu de pompe à chaleur, de comparaison entre ce qui est annoncé par les fabricants et ce qu'on a constaté. Donc pompe à chaleur RO, donc avec un COP théorique de 1,5 pour moins 15 et un COP pour plus 7 degrés de 3. Et nous on a constaté un COP sur la période d'usage de 1,9. Donc à 1,9, on est moins bien en termes d'énergie primaire que si on faisait quasiment du chauffage électrique direct. Hein. Enfin bon, on est un peu mieux, mais en tout cas, on récupère pas le coefficient de 58 de l'électricité. Donc l'intérêt en énergie primaire est un peu discutable. Et en fait, ça s'explique par plusieurs choses. C'est-à-dire que ce qui va influencer réellement la performance des COP, des pompes à chaleur et des COP, ça va être la température d'eau. Donc ici, on a instrumenté la température d'eau et on constate en fait que pendant toute la période de saison, en fait, la PAC, elle fonctionne en continu, à 40 degrés, même si derrière, il n'y a pas de besoin. Et même en été, la PAC, elle continue de fonctionner à un régime d'eau important à 30 degrés, alors qu'il n'y a réellement pas de besoin. Donc on est en fait sur des besoins. Ce qu'on constate, c'est que le COP, le COP annuel est pénalisé par l'intersaison et par le fonctionnement d'été. C'est-à-dire qu'en intersaison, on n'a pas beaucoup de besoins et on a la pompe à chaleur qui continue de fournir à des températures trop hautes. Donc pour nous, la solution ici, c'est de pouvoir couper la PAC et surtout de mettre une loi d'eau sur la PAC, c'est-à-dire d'adapter son régime de température en fonction des besoins réels du bâtiment. C'est clairement impossible d'atteindre la performance théorique qui va être mise dans la modélisation si on n'a pas ces deux éléments. Donc couper quand il n'y a pas de besoin et adapter sa température, son régime d'eau aux besoins réels. Et souvent, on a toutes constaté qu'elles avaient un fonctionnement constant. Et
dans nos conceptions, on faisait peut-être pas forcément aussi toujours attention à ça. Et le problème, c'est que pour garantir, on va dire, la température théorique de -15, on va avoir tendance à les pousser à 40-45 degrés, alors qu'en réalité, il faudrait qu'elles oscillent entre 25 et 40 degrés, quoi. Et le 40 degrés, elles n'atteindraient jamais, quoi. Quasiment, normalement, elles devraient être même à 25-35 degrés. Donc ici, c'est particulièrement flagrant parce qu'en plus, on est sur du RO. Un autre site où là, on est sur sonde géothermique, donc avec un COP théorique de 5,5 et un COP réel mesuré sur la saison de 3,2. Donc c'est 3,2, c'est décevant, mais ça s'explique. Si on regarde sur cette installation là sur tout le mois de février, c'est aussi un bâtiment avec un usage intermittent, hein, c'est du bureau. On a une température de départ entre 45 et 48 degrés, qui est aussi en continu. Donc on n'est clairement pas dans les niveaux de performance de la pompe à chaleur, alors qu'on est derrière sur du plancher chauffant. Et on pourrait largement enlever quasiment 10 degrés, et en tout cas avoir une certaine oscillation avec des coupures de ces installations-là. Et donc on a, vous voyez ici des COP moyens au mois de mars par exemple. Vous avez des journées où vous n'avez pas de besoin de chauffage, le bâtiment est quand même bien isolé, et la PAC continue de tourner. Donc on est sur des COP de 0. Et le reste du temps, on est sur du 3, 3,5 quand il y a des besoins. Donc c'est un souci. Je pense que là, on ne parle pas de surcoût, on parle vraiment de choses très simples. Il faut juste le prévoir dans la régulation. Donc moi, je conseille d'avoir une horloge, de travailler avec une horloge, que cette horloge elle soit accessible au maître d'ouvrage, et cette horloge, que ça soit sur une supervision ou même une horloge basique, elle donne un ordre d'autorisation de marche aux installations de production de chaleur, et notamment aux pompes à chaleur. Donc en gros, tant que si le bâtiment est inoccupé, la pompe à chaleur n'a pas le droit de démarrer. Alors on va juste travailler sur le démarrage de la pompe à chaleur quelques heures avant l'usage que le bâtiment soit occupé, mais il est vraiment fondamental de couper. Alors un autre site, donc aussi pompe à chaleur sur sonde. Donc on avait un COP annoncé de 4,22, on a mesuré 2,64. Et en fait, on a mesuré une température constante à 52 degrés. Donc vous avez ici le total de production entre ce que produit la PAC et la pointe. Et vous avez ici l'évolution du COP, ici à droite, selon les différentes phases. Et on voit clairement que le COP est à peu près constant en hiver, autour de un peu inférieur à 3. Et il chute en intersaison, autour de 1,5 et 2. Donc c'est vraiment, si on a une pompe à chaleur, c'est à partir le gain, il va se faire vraiment à partir du printemps. C'est là où on va vraiment gagner au fait de couper et d'asservir aux besoins la pompe à chaleur. Alors sur cette installation, on a eu l'occasion de modifier en fait les régimes d'eau. C'est-à-dire que cette pompe à chaleur, vous avez ici, avant notre modification, elle fonctionnait à 50 degrés, tout le temps. Et on a conseillé au maître d'ouvrage de réduire son fonctionnement. Et ici, en hiver, on l'a baissé entre 30 et 35 degrés, sa consigne. Et vous voyez ici l'impact sur le COP. C'est-à-dire que là, c'est avant la modification, et c'est ici après modification. Donc on passe d'un COP de 3 à 5. Et en gros, sur cette saison de chauffe, là, en ayant fait ces modifications, on trouve un COP réel de 4. Tout ça pour dire que c'est pas la performance de la PAC qui en cause, c'est vraiment les régimes d'eau qui sont associés. Et donc en fait, en ayant ce régime d'eau variable, on peut retrouver cette performance. Et on peut même, pendant tout cet hiver, on avait un COP de 5, ce qui était plus que ce qu'annoncé. Alors sur cette installation-là, le maître d'ouvrage derrière, il a remonté les courbes, c'est-à-dire que le fonctionnement entre 30 et 35 était un peu bas. Bon, la température moyenne est plutôt autour de 24 degrés que de 20 degrés. Hein. C'est un bâtiment, une crèche. Il a remonté les courbes, mais il les a remis à une température inférieure aux 50 degrés, ce qui fait qu'on a retrouvé quand même des meilleurs COP par la suite.
Voilà. Mais il y a vraiment une corrélation au niveau des régimes d'eau. Et le problème, c'est que souvent, même si ces régimes d'eau ils sont mis correctement à la réception, derrière, ils peuvent être modifiés par l'exploitant. Et c'est souvent ça, on voit des réglages initiaux qui ne sont pas conservés. Et ça veut dire qu'il faut garder cette information des régimes d'eau et être conscient quand on les modifie. Sur ce site, il y avait aussi de l'eau chaude sanitaire qui a été produit par une PAC. Donc le COP était annoncé à 4,4 et en réalité, il est de 2,45. Tout ça parce qu'on a aussi une production, c'est une pompe à chaleur haute température, et on produit à 60 degrés, on n'est pas dans le régime d'eau vraiment adapté. Mais en tout cas, ici, là, on peut pas avoir de modification. Je pense que là, il y a un souci entre ce qui est annoncé, enfin le COP qui était annoncé, il n'était pas annoncé au bon régime d'eau. Alors sur des installations de chaudière gaz à condensation, ici on a mesuré une installation où on voit donc au cours d'un hiver les oscillations de température de régime d'eau. Et ici on est entre 50 et 30 et on est toujours en dessous de la limite de condensation des fumées, autour de 55 degrés. Donc on peut dire que là, il y a toutes les chances que l'installation elle condense. Par contre, là, c'est une autre installation à condensation, avec une chaudière à condensation, où on a une eau ici à entre 65 et 70 degrés, tout le temps, constante. Et ici, bah, ça condense pas du tout. Alors c'est des règles de base, mais souvent, ce qui pose problème, c'est qu'on met une production constante, parce que derrière on a de l'eau chaude sanitaire ou souvent des batteries chaudes qui sont dimensionnées à 70-50, enfin souvent 80-60. Et donc pour régler ce genre d'installation, il faut mettre une priorité de l'eau chaude sanitaire. L'eau chaude sanitaire, il faut éviter de la produire à 80 degrés, c'est-à-dire que mieux vaut avoir, quand on a des gros besoins, d'avoir un volume peut-être plus important et de produire à 60 degrés le primaire ou 65. Et surtout de faire une priorité de ne pas maintenir ce régime d'eau. Et quand on a des batteries chaudes, eh ben les faire travailler aussi à température variable pour la plupart du temps en fait, travailler à température plus basse. Donc on va rajouter des 23 voies sur les batteries chaudes. Donc notre conseil au niveau du chauffage et de la distribution et de l'émission, c'est de travailler qu'avec une seule source, une seule émission de chaleur par local. Ne jamais cumuler deux sources de chaleur. Si vous avez un plancher chauffant ou des radiateurs, vous ne faites pas plancher chauffant et radiateur avec deux boucles de régulation. Sinon, il y en a un qui va prendre la main sur l'autre et vous aurez dépensé 2 fois trop d'argent. Ce qui est arrivé à chaque fois, c'était qu'on avait une source de chaleur radiateur ou plancher chauffant et du chauffage par l'air. Alors ce qui arrive souvent, c'est un problème de programmation, c'est-à-dire que normalement, si on met une batterie chaude sur la ventilation, bon, c'est pour des questions de confort. Mais c'est pas censé se transformer en chauffage par l'air. Et ce qu'on a constaté là encore récemment sur un collège, c'est vous avez l'automaticien a servi la température de consigne de la ventilation à la température de retour d'aspiration de l'air. En fait, ils asservissent la température quasiment à l'air ambiant. Et donc, s'il met une consigne à 20 degrés, la centrale de ventilation, elle va essayer de maintenir 20 degrés dans le local. Et ce qui va se passer, c'est que le matin, quand le bâtiment est plus frais, la ventilation est plus réactive que le reste du chauffage et va prendre la main. Et finalement, ça va être la ventilation qui va tout le temps chauffer. Et on aura toujours en fait des surchauffes. On va être en fait pour une consigne à 20, on va être à 23, 24 tout le temps. Donc, ce qu'il faut, c'est asservir les températures de soufflage à une consigne de température de soufflage. Donc on met la sonde dans le soufflage et on lui dit c'est 20 degrés et donc on doit maintenir cette température à 20 degrés. Mais ce qu'on a constaté sur ce collège, on l'a constaté sur d'autres installations qu'on avait réalisées nous, et on constatait en fait que l'automaticien, là où il lui demandait une température constante de soufflage, et ben lui, il mettait la sonde au même endroit et ça se transformait en chauffage par l'air.
Donc c'est des erreurs qui sont répétées et classiques, mais auxquelles il faut être conscient. Et donc ne pas multiplier ces sources de chaleur, ça simplifie la régulation et ça permettra de réguler réellement l'installation. Donc travailler sur les régimes d'eau, donc le plus bas possible. Alors on ne parle pas toujours de faire de la basse température avec des radiateurs, mais si vous avez des radiateurs qui sont dimensionnés pour du 70 degrés, 70-50, dans la réalité, on n'a pas souvent moins 15 degrés. Dans la réalité, on va être sur des températures de départ inférieures à 55 degrés, 50 degrés, et donc on va condenser. Mais idéalement, voilà, c'est plus on est bas, mieux ce sera. Et surtout pour les pompes à chaleur, il ne faut pas s'amuser à faire de la haute température. Même si les fabricants annoncent des pompes à chaleur haute température, ça ne marchera pas. Donc couper le chauffage la nuit en dehors des périodes d'usage, vraiment on coupe la chaudière, on coupe l'électricité et on ne s'amuse pas à faire des réduits. Il y a vraiment un gain à couper complètement. Et on essaye, donc la question de la température des circuits à température constante, on essaye d'avoir le moins de circuits à température constante possible et on les transforme en circuits à température variable pour toujours faire des réduits. Donc les gros problèmes qu'on a vus, les bâtiments qui posaient le plus de soucis, hein, l'école qui a un facteur 12, qui consomme 70 kWh, c'est en gros, vous avez une régulation complexe, il y a 3 boucles de régulation, aucune manipulation possible, donc c'est que par des supervisions, mais avec des consignes non gérables. Le maître d'ouvrage a essayé de faire venir l'automaticien, mais c'était 1000 € journée. Et donc en fait, voilà, c'est des coûts énormes de modification ultérieures. Donc pour moi, il faut qu'on ait toujours la main sur les systèmes. Même si on a un élément informatique, on a une supervision, c'est la couche au-dessus, mais en local, il faut un élément qu'on puisse modifier manuellement sans faire intervenir un personnel extérieur. Il faut que quelqu'un du basique puisse modifier ses consignes et toucher à ses consignes. On a constaté que les sondes de température extérieure sont toujours faussées, c'est-à-dire qu'il ne faut pas trop les croire, elles donnent une tendance, elles sont intéressantes pour la régulation, mais on ne peut pas clairement dire que c'est précis. Attention au protocole de communication, c'est-à-dire toujours pareil, si vous avez des boucles de régulation, des systèmes, on peut être tenté en fait de vouloir avoir un système qui gère le chauffage, l'éclairage, la sécurité incendie, avec des boucles de communication entre eux. Moi je le déconseille, je pense qu'il faut que le chauffage reste du chauffage avec des choses simples, et au-dessus on peut avoir une couche supérieure qui peut avoir des informations et qui peut donner des consignes, mais c'est des consignes, moi je parle de contact sec, de solutions on-off, et pas de vouloir travailler sur des bus complets, parce qu'on a toujours des problèmes de compatibilité, de communication, et on n'est pas sur une pérennité longue, c'est-à-dire que les protocoles c'est bien, mais au bout de 15-20 ans, je ne suis pas sûr qu'il n'y ait pas des soucis informatiques ou des soucis d'automates qui font que derrière ça ne fonctionne plus derrière. Donc c'est pour ça que les systèmes de régulation doivent être simples et propres, et au-dessus, vous pouvez rajouter les couches de communication qu'on veut, mais c'est souvent des sources de problèmes. Donc voilà, c'est pour ça qu'on dit prévoir une régulation indépendante. Et ce qui est intéressant, c'est quand même mettre quelques sondes de température ambiante dans le bâtiment pour avoir ce retour d'information, et aussi, s'il y a un pilotage derrière, de pouvoir travailler sur la réduction des courbes de température en essayant de maintenir un confort. Alors les notions de GTB dont je viens de parler, on peut continuer là-dessus. Donc pour nous, sur le genre de petits bâtiments dont on vient parler, hein, donc là je ne parle pas d'un tertiaire de 20 ou 30 000 m², mais je parle de la production générique qu'on fait en Alsace. On déconseille de mettre en place des supervisions en local. Une supervision locale, c'est quoi? C'est un ordinateur sur lequel on a un logiciel qui tourne et qui va permettre de gérer les températures et les consignes. En fait, on peut mettre ce système en place, mais il faut un interlocuteur chez le maître d'ouvrage. Il faut quelqu'un qui comprenne et qui soit formé à ça. Ils sont rares les maîtres d'ouvrage qui ont ces personnels dédiés. Alors souvent ce qu'on fait, ce qui fonctionne bien, c'est quand une maîtrise d'ouvrage a plusieurs bâtiments et que cette GTC, cette GTB, c'est un ordinateur qui est chez eux et qui va aller interroger les automates des différents bâtiments. Et ils la maîtrisent, ils ont une licence, ils ont quelqu'un de formé là-dessus et ça fonctionne bien.
Mais multiplier les GTC, les ordinateurs bâtiment par bâtiment, nous on n'y croit pas parce que c'est à chaque fois des sources. À chaque fois, chaque GTB est programmé et conçu par des personnes différentes. Et c'est des coûts fixes qui, à notre avis, n'en valent pas la chandelle. Donc ce qu'on préfère faire maintenant, c'est utiliser les web serveurs, c'est-à-dire dans les installations de régulation des chauffages, donc dans les boîtiers qui sont en chaufferie, vous avez un élément informatique qui est hébergé, et en fait ce système, vous y accédez par votre ordinateur et par Internet. C'est-à-dire que vous connectez par le réseau Internet directement sur l'installation de régulation. Il n'y a pas d'ordinateur en plus, et ça change tout. Parce que l'ordinateur, ça veut dire une maintenance informatique. Un automate, c'est un élément fixe où il n'y a pas de maintenance. Le système est fixe. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des mises à jour, mais le système est plus stable. Alors ils permettent de faire moins de fonctions, mais ces fonctions sont en train d'évoluer. Et disons qu'avec ces web serveurs, nous, ce qu'on conseille, c'est de faire des choses très simples. Vous mettez l'horloge, idéalement c'est un planning. Le planning, il doit être accessible par la secrétaire. La secrétaire, en fait, vous lui montrez juste la page qu'elle doit toucher. Enfin, je dis la secrétaire, mais c'est quelqu'un qui gère les plannings, par exemple, d'un groupe scolaire, d'une mairie ou de salle. Et ce web serveur, de son ordinateur à elle, elle va se connecter et jouer sur les plannings. Et ces plannings vont interagir directement avec l'installation de ventilation et l'installation de chauffage. Et l'idée, c'est surtout pas d'ordinateur dédié, parce que voilà, sinon ça sera un informaticien, ça sera des mises à jour. Et alors qu'avec les web serveurs, on a moins de maintenance à faire. Par contre, on peut stocker moins de données. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire un suivi, on peut pas encore faire un suivi énergétique aussi poussé que ce qu'on a fait. Mais ce qui va se passer maintenant, c'est que vous allez avoir des équipements locaux, vous allez transmettre des données sur un serveur type cloud. Donc maintenant, il va y avoir de plus en plus de services comme ça. En tout cas, sans que vous ayez à gérer le service Internet, à gérer en tout cas la solution informatique. Oui, là j'ai fini. Et donc l'objectif, c'est de conserver une commande locale simple, un bouton on-off pour pouvoir interagir. Et sur les bâtiments à usage très intermittent, on oublie toute la régulation, on fait que du on-off avec un bouton accessible aux utilisateurs. Et avec une temporisation, c'est-à-dire qu'au bout de 4 heures, ou quand l'utilisateur n'est plus là, on coupe tout. Voilà. Juste pour l'exploitation, donc on conseille de souscrire un contrat de maintenance adapté aux besoins, changer si nécessaire de prestataire si vous ne l'avez pas fait. Première année après livraison, il faut associer le concepteur, le BET, l'entreprise et l'exploitant pour les réglages. La première année, c'est fondamental, voire 2 ans. Missionner les concepteurs pour ça. Régler la loi d'eau, ça représente au moins 5 points de rendement. Et donc quand on a des bâtiments surchauffés en hiver ou en intersaison, baisser la loi d'eau et les consignes d'ambiance sans forcément prévenir les utilisateurs. Et vous verrez bien ce qui se passe derrière. Mais souvent tous les bâtiments qu'on a mesurés, ils sont à 21, 22 degrés sans problème, voire 24 degrés. On a vraiment souvent de la marge. Voilà.